Salut, bienvenue dans cet épisode de Militante. Aujourd'hui on est en France, et je vais te parler de quelqu'un que je trouve incroyable, Germaine Breton. Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas d'idée politique. Je n'ai pas d'avis. Aujourd'hui l'épisode sera un peu différent, parce que je vais non pas te parler seulement de la vie d'une personne, mais de tout un contexte politique d'une époque. Beaucoup d'organisations vont rentrer en jeu, et je vais commencer par te présenter les deux plus récurrentes, pour être sûr que tu sois pas perdu. Déjà, l'Union anarchiste a été l'organisation de référence des milieux anarcho-communistes français durant l'entre-deux-guerres. Son organe principal était Le Libertaire, dont je vais beaucoup parler, un journal qui ne paraît plus maintenant, fondé par Sébastien Faure. Il était à sa création hebdomadaire et par la suite devient quotidien. Ensuite, il y a l'Action française. C'est une organisation politique nationaliste et royaliste d'extrême droite. Ils ont aussi une revue qui paraît maintenant tous les mois, mais paraissait à l'époque dont je vais te parler quotidiennement. Toujours à l'époque, Léon Daudet était un collaborateur du journal très influent, avec comme particularité des appels à la violence très récurrents, et des positions radicalement antisémites. Les Camelots du Roi étaient des militants royalistes qui assuraient le service d'ordre de l'Action française. Ils étaient chargés, entre autres, de vendre le quotidien. Il n'y avait que des hommes cisgenres dans leur réseau et Marius Plateau en était le secrétaire général. Ils étaient aussi réputés pour être dangereux à plusieurs, mais inoffensifs seuls. Je vais aussi te rappeler le contexte super fun de l'époque. On est en 1923, 5 ans après la Première Guerre mondiale. C'est un contexte déjà favorable aux tensions politiques. La France se remet petit à petit du coup de la guerre, bon financièrement elle galère quand même. Le peuple se plaint du coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Pour retrouver de la thune, l'État décide d'aller piocher chez les Allemands, parce que pourquoi pas. L'Allemagne ne paye pas ses dettes de guerre, du coup les soldats français, ceux qui sont encore en vie bien sûr, doivent aller dans la Ruhr pour récupérer des ressources industrielles. Donc la Ruhr en fait c'est une région allemande située à l'ouest de l'Allemagne. Les communistes français trouvent ça dégueulasse et créent le comité d'action contre l'occupation de la Ruhr et de la guerre. Leur parti, grâce à des journaux, des meetings et des conférences, essaye d'empêcher l'incursion en encourageant la désobéissance des soldats et l'union des travailleurs transfrontaliers. Et cela entraîne beaucoup d'arrestations. Beaucoup d'anarchistes se battront aussi pour l'antimilitarisme, mais seront pour une majorité arrêtés et enfermés en tant que prisonniers de droit commun, ce qui donne lieu à de nouvelles révoltes. Du coup, y a les communistes et les anarchistes qui gueulent ensemble pour réclamer l'amnistie des prisonniers. Et aussi je te rappelle qu'en 1922, Mussolini est président du Conseil en Italie, et Hitler devient populaire. À côté de ça, les royalistes, eux, encouragent fortement la prise de la Ruhr. Et au milieu de tout ça, Germaine Breton attire une énorme attention. Née le 7 juin 1902 à Puteaux d'une institutrice et d'un mécanicien, elle grandit à Tours. Elle fut d'abord diplômée de l'école des Beaux-Arts et obtient des prix en dessin et en anatomie. Elle fit partie de l'Union des syndicats d'Indre-et-Loire, de la commission des comités syndicalistes et révolutionnaires, de la section du comité de défense sociale de Tours qu'elle créa elle-même et du groupe anarchiste de Tours. Donc la meuf était assez impliquée. Elle prenait beaucoup la parole dans ces groupes et affirmait très souvent une chose, la nécessité de la violence. Elle a écrit une brochure nommée De l'acte individuel à l'acte collectif, dans laquelle elle fait l'apologie de cette violence. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre la main dessus, je crois qu'elle a jamais été publiée. À 19 ans, elle écrit dans le journal communiste, Le Réveil, un article. À bas la France militariste. Et sur le sol de France, on voit des hommes fendus en éventail, étripés, mutilés, sciés, des crânes aplatis en profil fantastique, des faces terreuses et des yeux blancs grouillants de verre. Un peu partout sur le champ de bataille, il y a des tibias, des côtes, des étoffes et des cuirs en lambeaux, des quarts, des armes cassées, des crânes moisis ou noircis. Dans le même article, elle aborde aussi le sujet de la révolution russe. Les diplomates et financiers, aux mains crochues, sentent leurs cheveux se hérisser en songeant que la vague bolchéviste peut déferler en France. Pour finir sur ces paroles. Ouvriers, refuse de travailler pour la guerre, refuse d'œuvrer pour la mort. Toi, soldat, refuse d'œuvrer pour une action réactionnaire, déserte et n'obéis pas. Je te rappelle qu'à l'époque, pour les révolutionnaires de beaucoup de pays, la situation en Russie était mal connue. La Russie était encore synonyme de victoire pour le prolétariat, mais j'aurai l'occasion de t'en reparler. Mais ce n'est pas ça qui a rendu Germaine si célèbre. Samedi 20 janvier 1923. Elle se rend chez Léon Daudet, collaborateur du journal royaliste L'Action française. C'est sa femme de chambre qui lui ouvre. Germaine se présente en disant qu'elle est étudiante et qu'elle est déléguée du comité communiste de défense des marins. Ce qui est bien sûr faux. Elle lui dit qu'elle a de graves révélations à faire et des documents à propos du groupe libertaire à transmettre à Léon. Il n'était pas chez lui,
et Germaine demandait à ce qu'on lui remette une lettre de sa part dans laquelle figure son CV. Le soir même, elle rencontra Jacques Allard, le secrétaire de rédaction de l'Action française, et lui remit là aussi une lettre, son CV. À ce propos, Jacques déclara: Le soir à 7h, Germaine Breton me fait passer une lettre. Elle y expose son curriculum vitae, sa carrière d'anarchiste militante, ses arrestations, et elle y exprime le désir d'être reçue. Elle offrait de donner des détails importants sur le parti anarchiste sous prétexte de se venger d'une exclusion. Je préviens Plateau ainsi que Daudet m'en avait donné l'instruction. Nous convenons tous les deux de recevoir la jeune femme dans un petit bureau du second étage. Elle se retrouve donc avec Marius Plateau, le secrétaire général des Camelots, et avec Jacques Allard. Elle commence à leur dire que les anarchistes comptent envahir les bureaux du journal et qu'ils sont armés. Les anarchistes ont ourdi un complot contre la vie de Daudet. Ils ont décidé de le tuer. Ils ont à leur disposition non seulement des revolvers et des grenades, mais encore 2 mitrailleuses, cachées dans une des caves du journal Le Libertaire. Peut-être que ces accusations étaient trop extravagantes, et les deux hommes ne l'ont pas cru. Elle promit de revenir le lundi suivant avec des documents prouvant ce qu'elle disait. Elle est effectivement revenue. Elle a pu avoir un entretien avec Marius Plateau, même si elle aurait préféré l'avoir avec Léon Daudet. Personne ne sait ce qui s'est dit dans le bureau de Marius. Mais quand il se leva pour ouvrir la porte, Germaine lui tira 4 balles dans le dos. Il était encore vivant quand le prêtre arriva. Restée dans le bureau, Germaine a tenté de se suicider d'une balle dans la poitrine. Le médecin, qui était de base venu pour Marius, la sauva elle. Si je meurs, vous direz à mes camarades que j'ai fait mon devoir. Elle se réveilla peu après. Identité. Germaine Breton, 20 ans, née à Puteaux le 7 juin 1902. Père, Arsène Breton, décédé. Ma mère est infirme. J'ai des papiers d'identité dans la poche gauche. Domicile. Je n'en ai pas. Moyen d'existence. Ce sont les militants de mon parti qui me font vivre. Je suis seule responsable de mes actes. Je reconnais avoir intentionnellement donné la mort à Monsieur Plateau en tirant sur lui plusieurs coups de revolver. Je ne regrette pas mon geste et je le recommencerai. Si j'ai tiré sur Plateau, c'est que je n'ai pas eu Daudet, car depuis plusieurs jours, je le cherchais sans résultat. Elle est conduite à l'hôpital, sa blessure devenant sérieuse. Elle se réveille en présence du procureur de la République, son substitut, et du commissaire de police. S'ensuit un nouvel interrogatoire dans lequel elle explique ses motivations. Elle précise une nouvelle fois qu'elle agit seule, sans aucun complice, et qu'elle n'a pas de famille. Cet acte a fait couler beaucoup d'encre. Pendant un an, ça va être le sujet principal du journal Le Libertaire et aussi du journal L'Action française. La première réaction, après que le meurtre fut annoncé, fut celle des Camelots du Roi, où je te le rappelle, Marius Plateau était secrétaire général. Il rentrait dans les bureaux des journaux qui n'étaient pas en phase avec l'Action française, c'est-à-dire les journaux de gauche, et détruisirent le matériel. Des menaces, des insultes et parfois des coups furent échangés entre anarchistes et royalistes. Bien sûr, tous les journaux parlaient de l'événement, et la vie entière de Germaine se vit dépeinte, de manière souvent très misogyne et surtout très infantilisante. Tous ces faits et gestes ont été analysés, et parfois déformés. Elle a logé chez un camarade maintenant en prison, elle a fréquenté un café où traînent des personnes cocaïnomanes, elle a avorté, elle aurait été impliquée dans des cambriolages, elle a insulté un flic, elle en a giflé un autre. Alors, elle a effectivement giflé un policier et a passé 3 mois à la prison de Saint-Lazare pour ça. Donc bref, les journaux crachent sur l'anarchisme et le communisme, d'ailleurs font parfois l'amalgame entre les deux. Ils disent aussi que c'est à cause de l'institution laïque qu'elle a commis ce geste. Donc t'as compris, on essaie de trouver quelque chose ou quelqu'un à blâmer, parce qu'une femme de 20 ans ne peut pas d'elle-même commettre un tel crime. Dans plusieurs articles, les journalistes parlaient d'elle avec un air paternaliste et validiste détestable. Depuis plusieurs jours, la jeune hallucinée, une anarchiste dont les théories ont exalté le faible cerveau, rôdait autour de l'Action française avec l'idée arrêtée, sans aucun doute, de perpétrer un attentat. Beaucoup de journaux de gauche, comme l'Humanité, écrivent que Monsieur Plateau est tombé victime des provocations meurtrières de ses chefs. C'est-à-dire que ses chefs, donc Charles Maurras et Léon Daudet, à force d'inciter à la violence, autant militaire que personnelle, ont armé eux-mêmes le bras de Germaine. Les communistes, qu'elles le veuillent ou non, sont impliqués, et les Camelots s'en prennent aussi à eux et aux imprimeries de leurs journaux. Mais même en étant bien sûr contre les idées royalistes et d'extrême droite, les communistes apportent un timide soutien à Germaine, notamment pour l'idée solitaire du geste. Pour eux, seule l'action des masses est révolutionnaire et a une chance d'aboutir. Du côté des anarchistes, son acte a donné lieu à de nombreuses arrestations. Elle a aussi été soutenue par beaucoup de femmes libertaires qui considéraient qu'en se battant contre la guerre, Germaine se battait pour elles, qui à chaque bataille pleurent leur mari, leur frère ou leur fils. Si elle sort vivante de l'hôpital, défendez-la. Demander sa grâce, c'est vouloir la vôtre. La sauver, c'est vous sauver.
Pour Léon Daudet et Charles Maurras de l'Action française, sans aucun doute, c'est les Allemands qui ont manipulé Germaine. De toute façon, pour Léon, qui tu le verras est un méga complotiste, tous les opposants à l'Action française sont des supposés agents allemands. D'ailleurs, toujours d'après lui, Germaine aurait agi ce lundi 22 janvier parce qu'une grève était prévue au même moment dans la Ruhr et qu'il fallait frapper aussi à Paris. C'est pour cela que Germaine n'a pas attendu et a tué Plateau à sa place. Ses camarades, même si elle lui reproche d'avoir agi individuellement, affichent un gros soutien public. André Colomer répond aux accusations de Léon Daudet en écrivant : L'anarchiste est capable d'actions solitaires, qu'il n'a besoin pour accomplir des gestes courageux, ni des incitations d'un parti, ni des ordres d'un État, ni même de l'assentiment d'une foule ou d'un groupement. Mais du coup, pourquoi est-ce que Germaine voulait assassiner Daudet ? Déjà pour plusieurs raisons. En partie l'occupation de la Ruhr, Germaine étant fermement antimilitariste, le fait que les royalistes soutiennent et encouragent la mort de soldats allemands en étant eux tranquillement dans leur bureau la dégoûtait. Elle voulait aussi venger 2 hommes. Le premier, Miguel Almereda, un journaliste antimilitariste, cofondateur du journal Le Bonnet Rouge, et fondateur des Jeunes Gardes révolutionnaires, qui s'est beaucoup affronté avec les camelots du roi. Il était détesté par l'Action française. On découvrira que des fonds versés depuis l'Allemagne serviront à financer le journal, et il sera arrêté et enfermé à la prison de Fresnes. Un mois plus tard, on le retrouve mort étranglé dans l'infirmerie de cette même prison. L'autre personne à venger était Jean Jaurès. Jean Jaurès était un socialiste qui s'opposait fortement à la guerre. Il était vivement critiqué dans l'Action française. Et un de leurs lecteurs, Raoul Villain, l'a assassiné en 1914, la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale dans un café. Crime pour lequel il sera acquitté en 1919. Germaine va mieux et en sortant de l'hôpital, elle fut de suite transférée à la maison d'arrêt de Saint-Lazare. Les anarchistes du Libertaire se mobilisent et font des appels aux dons pour aider Germaine en prison. Chers camarades, tes diffamateurs et tes délateurs seront punis quand l'heure sera venue. Alors, au même moment, Daudet, il arrête pas de chouiner. Tout est contre lui. Il invente des histoires avec les Allemands. Enfin, je te passe les détails, mais du côté de l'Action française, c'est vraiment full complotiste, quoi. Parce que oui, vraiment, Germaine, mais rien à voir avec les Allemands. Enfin, elle voulait tuer Léon Daudet parce qu'il est détestable. Elle voulait le tuer parce que, à cause de lui, des gens sont morts et parce qu'il a encouragé la mort d'encore plein de gens. Mais vraiment, rien à voir avec les Allemands. Une fois complètement remise de sa blessure, le 16 février 1923 va avoir lieu son premier interrogatoire. Elle va rectifier certaines choses. Je n'ai jamais parlé ainsi. Il n'y a pas de parti anarchiste. Je le répète. Les anarchistes la complimentent et la voient de plus en plus comme une icône du peuple. Elle propageait enfin ses idées d'émancipation et de liberté parmi le troupeau docile. Des militants seront emprisonnés pour l'avoir soutenue publiquement. Germaine avoua tout. Elle expliqua pourquoi avoir tué Marius. Il me parlait avec un cynique mépris des milieux prolétaires. J'étais écœurée. Je repassais en 1 minute toutes les provocations royalistes, toutes les misères causées par ce parti. Un immense dégoût me vint pour celui qui riait de nos misères. Elle le regrette pas. Je ne suis pas insensible. Il m'a fallu vaincre une grande répugnance avant de me déterminer à supprimer un être humain, fût-il mon ennemi. Pourtant, je ne regrette en rien l'acte que j'ai commis, et ma conscience n'a pas de remords. Car en abattant le chef des camelots du roi, je n'ai obéi qu'à mon cœur, déchiré par la souffrance de tous les prolétaires, malheureux parias traqués et asservis. Elle est remise en cellule, l'enquête continue. Personne ne sait comment elle a obtenu son pistolet et c'est la grande zone de flou et on ne saura jamais comment. En mars, Léon Daudet est toujours certain que c'est une histoire d'Allemands. Il interpelle le ministre de la Justice pour essayer de faire avancer l'enquête. Il va porter plainte contre le directeur de la police judiciaire et le directeur du contrôle à la préfecture de police. Parce que, soi-disant, ils auraient eu certaines informations qui auraient pu faire avancer l'enquête. Mais pourquoi est-ce que les flics auraient aidé une anarchiste ? Parce qu'ils sont liés avec les Allemands. Pendant plusieurs mois, il va propager dans l'Action française son histoire de complot germano-anarcho-policier. Le Libertaire répond à ces accusations en mettant en avant leur absurdité, mais ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que les royalistes vont faire ? Ils vont organiser un meeting contre la police. Ben oui. Nous voulons que les services de la police soient épurés. Nous le voulons non pas au nom de notre sécurité personnelle, mais au nom des intérêts de la France. Au nom de son avenir, au nom de la justice, et par la grâce de Dieu, au nom du roi très chrétien. Les arrestations d'anarchistes continuent, surtout après que dans le Libertaire, on ait dénoncé le meurtre de 13 ouvriers allemands par les soldats d'occupation française. Le terme de fascisme policier arrive sur la table. Plus les autoritaires de tout poil s'acharneront sur les anarchistes, plus ils légitimeront l'idéal d'anarchie, et plus ils rendront nécessaire l'usage de la violence par les anarchistes. Et là, le juge Devise, responsable de l'affaire, croit avoir trouvé une association de malfaiteurs, comme il le dit, dans laquelle des proches de Germaine seraient aussi liés à l'affaire. Le procès prend des tournures de feuilleton télévisé. Germaine, de son côté, dans sa cellule, écrit une longue lettre au juge Devise. Elle dénonce les liaisons entre les policiers et les royalistes. Elle parle aussi d'elle-même. Entre les royalistes et moi, ce sera une lutte implacable. Je les briserai ou ils me supprimeront.
Elle doit passer en cour d'assises le 15 novembre. C'est finalement décalé au 27, puis redécalé au 18 novembre. Son avocat sera Henri Torres. Retournement de situation. Fin novembre, Philippe Daudet décède. C'est le fils de Léon, il avait 14 ans. L'Action française a rapidement annoncé ça comme un décès par maladie, mais on a vite compris que Philippe s'était suicidé dans un taxi le 24 novembre 1923. L'histoire aurait pu en rester là, un homme particulièrement populaire dans les milieux royalistes qui n'ose pas avouer que son fils s'est suicidé, mais le Libertaire a publié le dimanche 1er décembre un article expliquant que Philippe Daudet était anarchiste. Georges Vidal, administrateur du journal, raconta que Philippe était venu au Libertaire le 22 novembre et s'est proposé tout simplement pour tuer quelqu'un d'hostile au journal. Il explique qu'il est fils de bourgeois et comme Germaine, il veut donner sa vie pour la cause. Il ne voulut pas lui donner son nom, mais ils passèrent du temps ensemble et Philippe aida Georges à faire quelques tâches au Libertaire. L'Action française présente Philippe comme étant un royaliste dévoué, et le Libertaire accuse ses mensonges en disant que c'était des conneries, mettant en avant le courage de Philippe et en regrettant son geste, tout en considérant qu'il aurait pu devenir un militant très investi. Et là, l'Action française, qui avait démenti la maladie en avouant que c'était un suicide, trouvera un nouveau sujet de buzz et affirmera que Philippe Daudet a été assassiné par les anarchistes avant le procès de Germaine pour que Léon, qui est à la fois accusateur et témoin, soit déstabilisé. Le suicide de Philippe fera lui aussi couler beaucoup d'encre, mais je vais pas trop m'égarer. Le 18 décembre, le procès commence. Germaine, à ce moment-là, était enfermée depuis presque 1 an. J'ai décidé de ne pas m'attarder sur le procès. J'ai préféré te parler du climat parisien de cette année 1923. Aussi parce que dans ce procès, plein de noms sont sortis, plein de références et plein de points de vue. Si je me lance dedans, l'épisode durerait 1 heure et il serait méga chargé. Je vais juste te raconter ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Les journaux vont en parler. Pour la majorité, l'infantilisation et la misogynie sont extrêmement présentes dans leur discours. Et puis elle est laide. C'est peut-être de son physique ingrat que réside la raison de ses rancunes et de ses rancœurs. Il est un fait aussi certain que bien connu, c'est que les femmes qui ne sont pas jolies et auxquelles les hommes n'ont pas prêté grande attention sont toutes prêtes à se signaler par des actions qui déconcertent et peuvent les mettre en évidence. Devant le palais de justice, beaucoup de monde font la queue pour espérer avoir une des rares places. Henri Torres, l'avocat de Germaine, était en face de César Campinci, l'avocat de la maire de Plateau, et Marie Leroux, l'avocat de l'Action française. 90 témoins sont présents en tout, c'est énorme, et il y a 12 membres du jury. Le passé politique mais aussi personnel de Germaine est retracé. Donc, vous avez adhéré au Parti communiste, vous écriviez dans le Réveil de Tours, et dans les discours que vous prononciez et les articles que vous rédigiez, vous prêchiez la violence, l'action directe. Vous avez écrit des articles odieux contre la République et la France. Vous traitiez la République de salope aux mufles barbouillés de sang pourri, et la France de marâtre qui envoie ses enfants au carnage. Et je le maintiens. Le procès était bien plus un procès politique. Le crime va, pour la majorité du temps, passer au second plan. On parle politique, on débat plus ou moins calmement sur le concept de violence. En face de certains actes dangereux pour la patrie, j'admets un châtiment mesuré. Sur le concept de justice. L'échafaud, c'est la justice, mais l'assassinat, c'est le crime. Et on ressort des anciennes affaires. Grégory a visé la poitrine de Dreyfus. Comme je te l'ai dit, beaucoup de gens viennent témoigner, dont l'oncle de Germaine qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 3 ans. Son témoignage vient changer l'image que l'on se faisait d'elle. Ce n'est plus une dangereuse anarchiste sanguinaire, mais une pauvre enfant qui a été négligée par sa mère. C'est la faute de son éducation première. Sa mère est encore plus sauvage qu'elle. Le témoignage de Séverine, journaliste libertaire et féministe, qui fut le dernier témoignage du procès, renforça cette idée. Vous, moi, nous n'avons jamais souffert de la misère de l'abandon, du foyer sans caresse. Mais cette enfant, où est-elle? Sa mère, cette mère qui sait que sa petite est là et qui ne vient pas à ses côtés. Acquittez-la. Il durera en tout 6 jours. Le dernier jour, le lundi 24 décembre 1923, Germaine est acquittée à 8 voix contre 4. Cet incident ne l'a pas fait taire. Au contraire, elle a profité de la notoriété acquise le long du procès pour continuer à s'exprimer, à l'oral comme à l'écrit, notamment sur le fascisme. Le reste de sa vie est aussi passionnant, à la fois pour la connaître que pour comprendre le contexte politique de l'épisode. Mais je pense que c'est déjà assez long et j'ai décidé de m'arrêter là pour ne pas surcharger l'épisode. Par contre, si ça t'intéresse, je vais te mettre des sources dans la description. J'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse en disant ça. Mais je vais te mettre des sources, dont un livre particulièrement intéressant, que je te conseille vraiment. Germaine Breton va se donner la mort le 4 juillet 1942 par empoisonnement, 3 jours après l'hémorragie cérébrale qui a tué Léon Daudet. Je suis vraiment super contente d'avoir fait cet épisode, j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que je t'en ai appris aussi d'ailleurs, et je suis vraiment contente aussi d'avoir parlé de quelqu'un qui s'est levé un matin, qui a pris un flingue, et qui a décidé de tirer sur quelqu'un qui rendait sa vie plus difficile, ou la vie d'autres personnes plus difficile. Je te souhaite une bonne journée, au revoir, à bientôt.